Madame, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Situation en Gambie, la CEDEAO va envoyer une délégation de chefs d'État mondiaux le mercredi. Leur mission, convaincre. Le président Yahya Jammeh a cédé le pouvoir avant le 19 janvier, date prévue pour l'investiture d'Adama Barrow, élu après le scrutin du 1er décembre dernier. C'est l'une des principales conclusions du sommet d'Abuja. Procès en appel de Hissène Habré. L'accusé ne s'est pas présenté devant la cour. Ses avocats dénoncent un vice de composition de la Chambre africaine extraordinaire chargée de juger l'ancien président tchadien condamné à la perpétuité le 31 mai dernier. Quelles sont les normes à respecter afin de pouvoir implanter une structure de santé dans un endroit quelconque? Que savoir de la répartition selon le district? À quel poste, centre ou structure de référence se rendre si on habite dans un lieu précis? C'est le dossier de cette édition. Et puis notre invité dans ce 20h, le ministre de la Culture et de la Communication, Madick Ndiaye, qui vient nous parler de la décision du chef de l'État de faire de l'année 2017 l'année dédiée à la culture. Bonsoir à tous. Nous ouvrons ce journal par justement ce départ du chef de l'État qui a quitté Dakar tôt ce matin à destination d'Abuja au Nigeria. Le président de la République va prendre part à ce mini-sommet justement qui s'est déjà terminé et qui réunit les présidents du Sénégal, du Nigeria, du Libéria, de la Sierra Leone et celui de la commission de la CEDEAO. C'est une réunion extraordinaire qui va se pencher sur la situation politique en Gambie. À son départ de Dakar, le président Macky Sall a été salué par le Premier ministre ainsi que d'autres autorités civiles et militaires. 20 MW, c'est la quantité de production que la Sénélec, de production d'énergie que la Sénélec va céder à EDM SA, une société malienne. La signature de convention a eu lieu ce lundi, ce qui entre dans le cadre d'une coopération ouest-africaine, une convention qui soulagera d'une manière très importante le Mali afin de résorber son déficit énergétique. Ibrahim Ondong. Historique, un qualificatif qui rime avec l'événement. La Sénélec cède 20 MW de son excédent de production issu du réseau interconnecté. Une volonté qui se matérialise par cette signature de convention entre EDM SA, une société malienne, et la Sénélec. Cet acte est un acte, je dirais, plus symbolique et très important pour les deux pays, qui d'abord, comme vous l'avez rappelé dans votre allocution, en dehors de cette cession d'énergie, c'est aussi une coopération sous-régionale que nous souhaiterons mettre en place. Aujourd'hui, le Sénégal a toujours répondu présent quand le Mali a toujours fait la demande. Au moment où on traversait des périodes très difficiles, le Sénégal a accepté de mettre ses installations à notre disposition pour nous permettre de procéder à des locations des centrales et de transporter cette énergie jusqu'au Mali. Cette cession d'énergie soulagera d'une manière significative EDM qui enregistre un déficit de production. Cette convention est très importante, d'autant plus que cette année est une année très importante pour le Mali. Dans cette semaine, le Mali organisera le sommet Afrique-France et qu'après ça, il y a la Coupe d'Afrique et nous rentrons dans la pointe. Pour dire aujourd'hui que l'appui du Sénégal est plus que salutaire et cette convention qui est un début d'une collaboration en termes d'échange d'énergie se poursuivront avec dans d'autres domaines, notamment au niveau de la formation, au niveau des échanges d'énergie. Si aujourd'hui cette vente de 20 MW est possible, c'est grâce aux efforts consentis par les autorités en matière d'approvisionnement en énergie. Il est important de préciser qu'il y a des populations qui n'ont pas encore accès à l'électricité. Cela s'explique par un seul fait. La production est là, elle existe. Mais ce sont les poteaux qui doivent acheminer l'électricité dans les zones qui ne sont pas encore installées. Il est évident que charité bien ordonnée commence par soi-même. Cette signature entre dans le cadre d'une coopération ouest-africaine, un engagement à respecter suivant la disponibilité du parc de production et l'état d'évacuation du réseau. Le ministère de la Culture et de la Communication organise à partir de ce lundi un atelier de formation sur la gestion axée sur les résultats. Ces cadres seront formés pendant 3 jours par le bureau organisation et méthode. La cérémonie d'ouverture de l'atelier a été présidée par le ministre Madick Ndiaye au Minour.
En matière de politique publique, la gestion axée sur les résultats est une forme de gestion qui consiste à privilégier les résultats et non les objectifs afin d'améliorer les conditions d'existence des populations. Depuis la déclaration de Paris en 2005, la gestion axée sur les résultats est érigée en règle pour l'aide publique au développement. Et en 2009, l'Union économique et monétaire ouest-africaine a mis en branle des réformes pour s'y conformer. Il est important aujourd'hui, pour des questions de qualité même du service public, que le ministère de la Culture et de la Communication s'y mette afin de valoriser les populations dans le travail que ce ministère fait, afin de valoriser la qualité du service public et afin, en un mot, de répondre davantage aux sollicitations et aux exigences des populations. Pour s'y conformer, avec cet atelier de formation, le ministère de la Culture et de la Communication se joint donc à cette démarche innovante. Il était normal que le ministère organise, après l'atelier de sensibilisation sur la gare, organise un atelier de formation pour que tous les agents du département puissent maîtriser d'abord le concept, mais également tous les fondamentaux qui font que la gestion axée sur les résultats est devenue maintenant une nécessité. Conscient de cette nécessité, le ministère de la Culture et de la Communication avait d'ailleurs déjà entamé le processus de mise à niveau de ses agents. Leur formation durera 3 jours, au terme desquels ces agents seront mieux outillés dans la conduite du secteur de la culture grâce à la gestion axée sur les résultats. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Après donc cet atelier, il y a une autre information de taille. Le président de la République qui décide de consacrer l'année 2017 à la culture. C'était le 4 janvier 2017 en Conseil des ministres. Oui, mais avant de parler de cette décision majeure du Monsieur le Président de la République, permettez-moi au nom de celui-ci, au nom du gouvernement, au nom de l'ensemble de la communauté artistique et culturelle, permettez-moi de présenter nos condoléances les plus attestées suite au rappel à Dieu de Al Mbaye, qui est un artiste émérite que j'ai suivi vendredi dernier au Grand Théâtre lors de la soirée de Pape et Cheikh. Ablaye Mbaye. Cela étant dit, Monsieur le chef de l'État a pris une décision historique de dédier à la culture une année. 2017 sera l'année culturelle. Je crois que c'est à la suite de plusieurs événements où nous avons rencontré quelques satisfactions à la suite de l'organisation du Festival national des arts et de la culture que nous avons relancé il y a 1 an et qui était en léthargie à la suite d'un certain nombre de décisions majeures qu'il a prises, qu'il a décidé de dédier 2017 à la culture. C'est pour permettre également que les Sénégalais sachent que la culture est au cœur du plan Sénégal émergent. Et à ce niveau, il nous a donné un certain nombre d'instructions que le ministère et tous les acteurs culturels sont en train de mettre en place pour que véritablement, durant l'année 2017, qu'il y ait vraiment un bouillonnement culturel dans ce Sénégal. Alors comment cela va-t-il se traduire dans les 11 prochains mois? Mais dans les 11 prochains mois, déjà, nous avons mis en place un comité qui va décliner un certain nombre d'actions majeures au cours desquelles soit Monsieur le chef de l'État, soit Monsieur le Président de la République et les autres membres du gouvernement vont y participer. D'ores et déjà, il a décidé de recevoir les acteurs culturels. Au cours de cette audience, je crois qu'il avait fait un effort gigantesque en dotant le FOPICA, donc le Fonds d'aide aux industries cinématographiques, d'1 milliard. Des projets ont été lancés et les films sont terminés. Je crois que donc nous avons 11 films terminés. Durant cette année, nous allons essayer de projeter l'ensemble de ces 11 films après qu'on lui ait remis vraiment les copies de ces films. Ensuite, il a décidé que du point de vue de l'aide aux acteurs culturels, cette aide a été augmentée, ainsi que la couverture universelle de la santé des acteurs culturels par la création d'une mutuelle, mais également par la dotation du fonds d'aide à l'édition d'un montant assez substantiel, car de 250 millions,
dont était doté ce fonds, et il l'a amené à 570 millions. Et je crois que ça, c'est un effort extrêmement important pour permettre aux écrivains, mais également aux éditeurs, véritablement de faire des productions littéraires extrêmement importantes. On n'oublie pas qu'il a décidé aussi que l'École nationale des arts et des métiers de la culture puisse être construite au niveau de Diamniadio. L'un dans l'autre, ils s'intéressent beaucoup aux activités culturelles et je crois que nous allons nous évertuer à faire en sorte que 2017 soit une année bouillonnante en matière de culture à travers des expositions, parce que ça manquait à Dakar. Donc la galerie a commencé à revivre avec multiples expositions, mais également à travers la réflexion du patrimoine matériel et le recensement du patrimoine immatériel. C'est tout cet ensemble que nous allons essayer de mettre en œuvre pour que véritablement la place qui est celle de la culture dans le cadre du programme, du plan national, du plan Sénégal émergent puisse être quelque chose de visible. Qu'en sera-t-il de Sorano et du musée des civilisations? Au niveau de Sorano, il nous avait donné des instructions il y a quelques conseils des ministres de cela pour que Sorano, qui était une des premières infrastructures culturelles du Sénégal indépendant, puisse être véritablement réflexionné, mise aux normes, parce que Sorano fait partie de notre patrimoine culturel. Et je crois que là, nous avons commis un cabinet d'experts qui a évalué l'ensemble des travaux à réaliser au niveau de Sorano. Et je crois que nous allons lui soumettre ce dossier pour bientôt. S'agissant du musée des civilisations noires, après la conférence de préfiguration, nous nous sommes déportés au niveau de l'Égypte où nous avons rencontré les responsables des musées égyptiens parce qu'à ce niveau, nous avons une grande collection. Et dans le cadre de la collaboration, de la coopération, l'Égypte va nous prêter un certain nombre d'objets. Nous avons également, lors de la visite d'État du chef de l'État à Paris, rencontré le musée Quai Branly. Là également, nous avons signé un accord de partenariat. L'un dans l'autre, nous allons terminer les travaux qui restent. Donc, c'est la grille de protection, le mur de clôture. Et ensuite, nous avons envisagé que l'inauguration pourrait se faire en fin mai, début juin. 2017, année donc de la culture, décision du chef de l'État signé en Conseil des ministres le 4 janvier 2017. Alors, au-delà de ce qui se fait à Dakar, quelle place réservez-vous dans cette politique aux régions du Sénégal? On sait que les centres culturels ont plus ou moins ont reçu du matériel équipé. Qu'en est-il justement sur ce plan-là? Durant le Conseil, il y a des décisions et des orientations qui ne sortent pas sur le communiqué. Et à ce niveau, il nous a instruit de faire en sorte que les centres culturels puissent être des centres culturels vivants. Parce que disait-il au cours de ce Conseil qu'à l'époque du ministre Alioune Sène, lui-même, il assistait aux animations culturelles qui se déroulaient à Fatick à travers un orchestre régional qui était à Fatick, mais également à travers des séries de conférences et des séries d'activités. Je crois qu'il nous a rappelé un peu le passé culturel du Sénégal du temps du régime du président Léopold Sédar Senghor à travers ce ministre qui a fait bouillonner quand même toutes les régions à travers des activités. Nous allons reprendre l'ensemble de ces problèmes-là et c'est pourquoi il a donné des instructions pour que le Festival national des arts et de la culture, qui est une activité majeure, puisse être annualisé au niveau des différentes régions. Je crois qu'avec tous les efforts que nous allons faire, les régions vont connaître un regain d'activité parce que c'est l'instruction qu'il nous a donnée. Merci, Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, Manick Ndiaye, qui nous parlait de cette décision du chef de l'État de consacrer l'année 2017, de dédier l'année 2017 aux acteurs culturels. 2017, année de la culture. Décision à l'issue du Conseil des ministres du 4 janvier dernier. Merci, Monsieur le ministre. Alors, santé à présent. Près d'un demi-millier de femmes de Dalifort enrôlées dans les mutuelles de santé. Cette initiative d'une sage-femme installée dans la commune a été totalement soutenue par la Fondation Servir le Sénégal. L'Agence de la couverture maladie universelle salue cette action citoyenne qui contribue à une meilleure santé des populations. Omar Diao. Dalifort, dans la zone périurbaine de la capitale, abrite une importante population pour laquelle se soigner n'est pas toujours simple. Cette situation va notablement changer avec l'enrôlement de près d'un demi-millier de femmes à la mutuelle de la localité.
Nous savons que le besoin est là. Il y a beaucoup de cas sociaux qui sont là. Et nous avons mis en place des critères pour la sélection. Nous avons sélectionné 470 femmes. C'est la première dame qui les a prises en charge. Elle n'a ménagé aucun effort pour prendre en charge les femmes qui sont là. La Fondation Servir le Sénégal vole à leur secours. Elle va prendre en charge leurs frais d'adhésion et l'agence de la CMU apportera la subvention de l'État égale à la moitié de la cotisation annuelle du mutualiste. La cotisation est de 7 000 francs annuels, l'État supporte les 3 500 et c'est l'agence qui gère cette subvention-là. La promotion des mutuelles de santé constitue l'axe prioritaire de développement de la couverture maladie universelle. Donc quiconque appuie les mutuelles de santé appuie le programme CMU. En dehors de cet appui financier, l'agence de la CMU accompagne les mutuelles au plan technique. L'agence va mettre en place une unité de gestion technique au niveau des départements. Donc pour dire que l'agence apporte son appui technique et financier aux mutuelles de santé. Cette dame, connue pour sa disponibilité, a même accepté de céder une partie de son domaine privé pour en faire le siège de la mutuelle. Mais qu'est-ce qui donc fait courir madame? Moi, je marche dans le social. Je suis sage-femme d'État. Je me suis implantée ici depuis bientôt 23 ans. Donc, je connais les réalités en matière de santé. Vous voyez, toutes les femmes qui sont là sont des braves femmes. De braves femmes qui jusque-là pouvaient se faire du souci pour leur santé. Avec leur adhésion massive à la CMU par l'entremise de la Fondation Servir le Sénégal, leur horizon s'éclaircit quelque peu, ce qui devrait les rendre plus entreprenantes. Comment savoir dans quel district sanitaire se rendre quand on habite à Yoff, Parcelles Assainies, Colobane ou encore la Médina? Question simple pour certains, mais se faire consulter ici ou là répond à des normes pas toujours prises en compte. Le respect des références, par exemple. Il faut savoir que l'implantation des structures de santé répond à bien des critères géographiques. C'est ce qu'on appelle la carte sanitaire. Explication dans ce dossier, signé Fatou Sakho. Nous sommes à l'hôpital Aristide Le Dantec, une structure de niveau 3. Ce patient vient du district sanitaire Dakar-Ouest, l'un des 10 de la région. C'est à croire que dans cette localité, il n'y a ni poste ni centre de santé. Dans toutes les communes, il y a des postes et des centres de santé. Et que ce qui est important à dire, c'est qu'une personne ne peut pas faire 2 km sans avoir un poste ou un centre. Dans ce cas, on peut dire que les structures sanitaires de la zone sont accessibles aux populations. Parce qu'ailleurs, en brousse, on peut des fois faire 10 ou 20 km pour avoir une structure sanitaire. Malgré l'accessibilité géographique des structures sanitaires dans sa zone d'habitation, Oumar n'a pas respecté la pyramide. Il n'a aucune référence. Les hôpitaux sont surchargés. On va voir des affections aiguës telles qu'une grippe qui quitte par exemple la banlieue dakaroise pour venir à l'hôpital, alors qu'une grippe, une banale grippe, peut se faire traiter par l'infirmier du coin. Les patients quittent très très loin et ça coûte très très cher pour venir à l'hôpital. Donc il y a le coût du taxi, il y a l'accompagnant et le ticket de l'hôpital qui coûte bien sûr un peu plus cher que le poste de santé et le centre de santé. Même scénario au centre de référence de niveau 2 de Yoff. Les patients arrivent sans bulletin de référence. On n'a pas d'informations sur la pathologie, sur le motif de consultation. Ce qui fait que vous avez vu, nous avons même des infirmières au niveau du service qui accueillent les patients, qui prennent les informations, prennent les constantes et tout. S'il y avait un respect de la pyramide, c'est l'infirmier chef de poste qui aurait dû faire un bulletin de référence et dans le bulletin, souvent, nous avons l'ensemble des informations. Si le patient arrive, donc ça facilite la consultation. Juste à quelques encablures, le poste de Yoff Ndenat, où le personnel composé d'un infirmier, de 2 sages-femmes et d'aides-soignants attend patiemment l'arrivée de malades. En moins, on a 30 à 35 malades qui fréquentent le poste. Je peux dire que le populateur de Yoff Ndenat respecte les pyramides, mais il y a certains qui ont directement à flip. La pyramide sanitaire fait qu'en principe, tout patient doit avant tout se référer à sa structure locale, au niveau de son quartier. Pourtant, cette organisation, les populations semblent l'ignorer.
Cette patiente d'un autre district est une habituée de Philippe Maguilène. J'habite Djepol 3. Quelqu'un m'a recommandé la structure et je suis venue là et ce n'est pas la première fois que je viens ici. Il y a un poste de santé à Liberté 4, mais à Djepol, il n'y a pas de poste. Le travail m'a trouvé à Mbao, mais je leur ai demandé de m'amener à Philippe parce que c'est ce qui me rassure. J'ai amené ma petite fille ici, nous venons de Diacksao. Quand l'accouchement s'est déclaré, nous avons pris un taxi pour Dakar. On est d'abord allé à Nabil Chouker où ils nous ont renvoyés. Ici, les médecins l'ont bien assisté, alhamdoulilah. À Diacksao, il y a 2 dispensaires, mais on a préféré venir ici parce que les soins sont meilleurs. Croyance ou réalité, la compétence des soignants dans les structures secondaires est-elle à remettre en question? Ceux qui sont dans les postes de santé et centres de santé sont formés et sont bien formés. Donc la plupart des médecins, tous les médecins sont passés par l'hôpital. Tous les infirmiers qui sont chefs de poste ont fait leur formation. Donc ils ont la compétence. Et ça, c'est lié en fait à la qualité des soins au niveau local. Deuxièmement, il y a un autre aspect aussi qui est un peu plus ou moins psychologique. Les patients, des fois, ils vont là où ils se sentent mieux à l'aise ou bien là où ils ont confiance. Et souvent, la première conséquence, c'est une surcharge de travail. Vous avez vu aujourd'hui le nombre de malades que vous avez trouvés ici et à cette heure, à 13 heures. Le fait persiste, nombre d'habitants délaissent leur structure sanitaire à la base. Conséquence, mauvaise répartition de la prise en charge qui peut impacter la qualité des soins. On est en train de faire un travail pour sensibiliser les populations à fréquenter les structures dont ils dépendent. Mais ce qui reste, en fait, l'implication des collectivités locales, mais aussi du personnel. Faire tout en sorte que les malades soient bien accueillis, bien informés, améliorer les soins, offrir un paquet complet au niveau de nos postes de santé et de nos centres de santé. Chaque individu est libre de fréquenter la structure de son choix. Cependant, la fréquentation des structures de santé répond à des normes liées à l'accessibilité géographique. Les populations gagneraient à les respecter. Le dossier de cette édition sur la pyramide sanitaire au Sénégal. Damga FM, c'est la nouvelle radio communautaire de Kanel. Elle a été inaugurée hier dimanche en présence de responsables politiques et administratifs du département. L'outil est un moyen de consolidation des liens entre les différentes ethnies de Kanel, mais aussi permet de rapprocher les émigrés de leur famille. Le centre média communautaire de Kanel abrite une salle informatique et le studio de Damga FM, une radio communautaire qui encourage la diversité culturelle à travers un programme qui se veut éducatif et divertissant. La chaîne couvre toute la région de Matam et une partie de la Mauritanie. Elle est aussi écoutée par la diaspora à travers Internet. L'initiateur de ce projet est un fils de Kanel qui a compris l'intérêt de cet outil dans l'évolution d'une communauté. La radio, elle est là pour informer, elle est là pour sensibiliser, elle est là pour éduquer, elle est là aussi pour véhiculer notre culture. Elle est là aussi pour être un trait d'union entre les différentes ethnies que compose notre département. Le cyber peut être un outil aussi de développement pour nos jeunes, pour qu'ils s'habituent à l'informatique. Nous sommes dans cette voie-là, c'est-à-dire la voie de développement de l'émergence enchantée par le président de la République. Donc ce sont des outils de développement. Un centre communautaire de ce genre permet le rapprochement des populations, mais également le rapprochement entre les populations à la base et la diaspora. La diaspora actuellement peut intervenir directement au niveau des émissions, au niveau des thèmes qui les intéressent au niveau de la diaspora là-bas, mais également des thèmes qui les intéressent au niveau ici de leur localité. Les différents responsables politiques de Kanel présents à cette cérémonie ont réaffirmé leur unité, mais aussi leur fidélité au président Macky Sall. Nous disons au président de la République, merci pour l'éclairage du Dandemayo de Kanel. Merci pour les ponts de Ganguel et de Bosseyabé. Merci
pour les ambulances dans les dispensaires. Merci pour les forages. Merci pour ce que vous avez fait pour l'éducation. Le studio de Damga FM a été baptisé Arunedia, une manière de lui rendre hommage pour son engagement pour le développement de sa localité. Ce lundi s'est ouvert le procès en appel de Hissène Habré. Ce dernier ne s'est pas présenté devant les juges. La défense a basé son argumentaire sur le vice de composition de la juridiction. Sidna Fall nous fait le point. C'est vers 10h ce lundi qu'a débuté le procès en appel de Hissène Habré, un second et dernier procès qui a enregistré d'emblée plusieurs requêtes formulées par la défense. Les conseillers de Habré ont tout d'abord demandé la décharge ou l'abstention de Baha Gueye, un des juges titulaires. Les statuts des chambres africaines extraordinaires ne définissent pas la notion de connexité. Nous faisons application du Code de procédure pénale sénégalais qui, en son article 196, a donné une définition exhaustive de la notion considérée. Les conditions exigées par ce texte n'étant pas remplies, il convient de rejeter la demande présentée. En conséquence, la Chambre d'appel rejette la requête aux fins de décharge comme étant mal fondée. La défense a par la suite évoqué une dispense de comparution pour Habré, qui d'ailleurs était absent. Je prends la décision, nonobstant son absence, de poursuivre le procès en appel. Disons qu'après chaque audience, il est par le greffier de la Chambre d'appel donné lecture de la présentation orale des faits et arguments des parties et il lui est notifié copie de réquisition du ministère public ainsi que des décisions rendues qui toutes seront réputées contradictoires à son égard. Donc, nous passons de sa présence. Par contre, le juge n'a pas donné une suite favorable à la requête des conseillers de Habré qui ont formulé une demande de renvoi afin de s'imprégner du rapport introductif. Cette phase vidée, les conseillers de Habré ont présenté leurs moyens de défense, vice de composition de la juridiction. C'est l'un des points qui ont sous-tendu l'argumentaire de la défense. Vous jugez en droit, vous nous l'avez rappelé. Et nous savons que vous allez juger en droit. Mais nous vous demandons, Monsieur le Président, nous, Conseil de la Défense, de vous pencher minutieusement, précautionneusement, sur cet argument relatif à l'irrégularité de la composition de la chambre d'instance. Pour la défense, le verdict rendu le 30 mai a été sévère. Habré a été condamné à la perpétuité. Ils ont reconnu des circonstances atténuantes, mais ils ont appliqué le maximum du plafond, c'est-à-dire la perpétuité. Les travaux ont pris fin vers 16h. L'audience va reprendre ce mardi matin. L'actualité internationale nous conduit ce soir en Côte d'Ivoire, au Nigeria et au Maroc. Nous commençons par la Gambie. La Cour suprême étudie le recours de Yaya Jammeh ce mardi. Cher Traoré. Mardi de tous les dangers en Gambie, la Cour suprême doit examiner ce 10 janvier le recours du président Yaya Jammeh pour l'annulation de l'élection présidentielle. Battu par Adama Barrow, selon les résultats proclamés par la commission électorale indépendante, Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, avait félicité son adversaire. Il est par la suite revenu sur sa promesse de transmettre pacifiquement le pouvoir en contestant les résultats de l'élection et en saisissant la Cour suprême. Les juges vont démarrer leur travail à une semaine de la date de prestation de serment du nouveau président. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a rendu sa démission et celle de son gouvernement, une démission acceptée par le président Alassane Ouattara. Cette démission intervient près d'un mois après la tenue des législatives remportées par la coalition au pouvoir. Daniel Kablan-Duncan est cité parmi les potentiels candidats au poste de vice-président prévu par la nouvelle constitution. Une semaine très chargée pour la Côte d'Ivoire qui a connu ce week-end une insurrection militaire.
Le Nigeria a commémoré les 1000 jours de captivité des lycéennes de Chibok. 276 écolières avaient été enlevées par le groupe djihadiste Boko Haram le 14 avril 2014. 195 sont toujours portés disparus. Le président Mohamed Buhari se dit optimiste quant à leur libération prochaine. Le gouvernement nigérian est mobilisé pour parvenir à leur libération, a dit le président. Les activistes du groupe Bring Back Our Girls prévoient de marcher jusqu'à la résidence présidentielle pour pousser le gouvernement à agir. Le Maroc a ordonné la fermeture des écoles du réseau Gülen dans le pays. Le ministère de l'Intérieur accuse ces établissements de propager l'idéologie de ce mouvement et de diffuser des idées contraires aux principes du système éducatif et religieux marocain. 3 établissements de Casablanca sont concernés par cette mesure. Cette décision a été mal accueillie par les parents d'élèves qui parlent d'une catastrophe car les élèves sont en milieu de l'année scolaire. Football, Cannes, Gabon 2017. Les 16 équipes qui participent à cette compétition sont sur la dernière ligne droite de leur préparation. Le Maroc fait partie des qualifiés à cette 31e édition. Ce soir, dans Chrono Cannes, Sarah Louia nous présente les Lions de l'Atlas à jour J-5. Effectivement, Ibrahima Diédou, le compte à rebours se poursuit. Nous sommes à 5 jours du démarrage de la CAN Gabon 2017. Elle se déroulera du 14 janvier au 5 février prochain. 16 équipes, les meilleures du continent, s'affronteront au cours de cette compétition continentale. Nous sommes donc avec le groupe C et après avoir fait connaissance avec la Côte d'Ivoire, le Togo et la République démocratique du Congo, allons maintenant à la découverte du 4e pays qui évoluera également dans ce groupe C, le Maroc. Le royaume du Maroc est situé en Afrique du Nord et fait également partie du Maghreb. Sa devise, Dieu, la patrie, le roi. Il s'étend sur une superficie d'environ 446 550 km². Sa population est estimée à environ 33 millions d'habitants. Et justement, l'empire chérifien possède un climat méditerranéen par excellence. On y distingue justement toutes les formes de ce climat. Allons maintenant à la découverte du palmarès et de la Fédération royale marocaine de football. La Fédération royale marocaine de football a été créée en 1956. Elle est affiliée à la FIFA depuis 1960 et est membre de la CAF depuis 1966. Sur le palmarès de cette équipe du Maroc surnommée les Lions de l'Atlas, il faut retenir qu'ils ont déjà participé 4 fois à la Coupe du Monde. En 1970, en 86, en 94 et en 98. Le trophée continental, ils l'ont déjà soulevé une fois, c'était en 1976. Vice-champions d'Afrique, ils l'ont été également en 2004 et ils ont occupé la 3e marche il y a bien longtemps de cela, en 1980. Pour cette CAN Gabon 2017, les nombreuses défections et forfaits dans les rangs du Maroc porteront sûrement un coup à cette équipe. Pour en citer quelques-unes, celle de Amrabat Noureddine, Younes Belanda, mais aussi Oussama Tanan. La grande star de cette équipe des Lions de l'Atlas sera également absente à cette grande messe du football africain. Il s'agit de Sofiane Boufal. Tous les projecteurs sont désormais braqués sur le capitaine de cette sélection, Mehdi Benassia. Son portrait complet maintenant avec Tierno Diallo. Né en France d'un père marocain et d'une mère algérienne, Mehdi Amin Benassia est aujourd'hui l'un des joueurs essentiels du Maroc. Formé à Clairefontaine, ce défenseur central de formation joue depuis 2016 à la Juventus après des passages à la Roma, l'Udinese et au Bayern de Munich sous l'ère Pep Guardiola. En 2004, Mehdi Benassia connaît sa première sélection chez les moins de 17 ans du Maroc, puis il fait ses classes avec les U20 en 2007. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille est convoqué en équipe première en 2008. À ce jour, Benassia compte 44 caps et un but avec les Lions de l'Atlas. Mehdi est aujourd'hui père de 3 enfants. Son passage au Bayern de Munich lui a permis de remporter 2 titres de champion d'Allemagne en 2015 et 2016 et une Coupe d'Allemagne en 2016. Au titre de ses distinctions individuelles, Benassia a été élu 3e meilleur joueur africain en 2014 et 2e en 2015. L'arrivée d'Hervé Renard à la tête de la sélection marocaine a donné à Benassia un nouveau statut, un statut qu'il aura à conserver lors de la CAN 2017 au Gabon.
Merci Tierno Diallo. C'est une star sur le continent africain après avoir soulevé 2 fois le trophée successivement avec 2 équipes différentes. D'abord la Zambie, ensuite la Côte d'Ivoire. Hervé Renard prend donc les rênes de cette sélection marocaine. C'est lui qui les conduira donc au Gabon cette année lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Hervé Renard, à 48 ans, est l'un des sélectionneurs les plus prisés en Afrique. Le Maroc est la 4e équipe dont il prend les rênes. On l'attendait au Ghana ou au Cameroun, mais c'est plutôt au Maroc que le sélectionneur a décidé de poser ses baluchons. Et en le choisissant, le Maroc affiche clairement ses intentions. Voilà, c'est tout pour la présentation du Maroc aujourd'hui. Le Maroc qui évolue dans le groupe C avec les éperviers du Togo, les éléphants de Côte d'Ivoire et les léopards de la République démocratique du Congo. À demain pour découvrir les 4 équipes qui font partie du groupe D. On démarrera certainement avec le Ghana, vice-champion en titre. Merci Sarah pour Chrono Cannes. La nouvelle nous est parvenue en début de soirée. Le rappel adieu du chanteur Ablaye Mbaye. Le ministre de la Culture et de la Communication en parlait dans cette édition. Ablaye Mbaye, très populaire dans les années 90, comptait revenir au devant de la scène. Il est décédé suite à un malaise dans un studio de la place au cours d'une répétition. Ablaye Mbaye était un chanteur non-voyant. Les condoléances de la rédaction à sa famille et au monde de la culture. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Sur la gare organise un atelier de formation pour que tous les agents du département puissent maîtriser d'abord le concept, mais également tous les fondamentaux qui font que la gestion axée sur les résultats est devenue maintenant une nécessité. Conscient de cette nécessité, le ministère de la Culture et de la Communication avait d'ailleurs déjà entamé le processus de mise à niveau de ses agents. Leur formation durera 3 jours, au terme desquels ces agents seront mieux outillés dans la conduite du secteur de la culture grâce à la gestion axée sur les résultats. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Après donc cet atelier, il y a une autre information de taille. Le président de la République qui décide de consacrer l'année 2017 à la culture. C'était le 4 janvier 2017 en Conseil des ministres. Oui, mais avant de parler de cette décision majeure du Monsieur le Président de la République, permettez-moi au nom de celui-ci, au nom du gouvernement, au nom de l'ensemble de la communauté artistique et culturelle, permettez-moi de présenter nos condoléances les plus attestées suite au rappel à Dieu de Mbaye, qui est un artiste émérite que j'ai suivi vendredi dernier au Grand Théâtre lors de la soirée de Pape et Cheikh. Ablaye Mbaye. Cela étant dit, Monsieur le chef de l'État a pris une décision historique de dédier à la culture une année. 2017 sera l'année culturelle. Je crois que c'est à la suite de plusieurs événements où nous avons rencontré quelques satisfactions à la suite de l'organisation du Festival national des arts et de la culture que nous avons relancé il y a 1 an et qui était en léthargie à la suite d'un certain nombre de décisions majeures qu'il a prises, qu'il a décidé de dédier 2017 à la culture. C'est pour permettre également que les Sénégalais sachent que la culture est au cœur du plan Sénégal émergent. Et à ce niveau, il nous a donné un certain nombre d'instructions que le ministère et tous les acteurs culturels sont en train de mettre en place pour que véritablement, durant l'année 2017, qu'il y ait vraiment un bouillonnement culturel dans ce Sénégal. Alors comment cela va-t-il se traduire dans les 11 prochains mois? Mais dans les 11 prochains mois, déjà, nous avons mis en place un comité qui va décliner un certain nombre d'actions majeures au cours desquelles soit Monsieur le chef de l'État, soit Monsieur le Président de la République et les autres membres du gouvernement vont y participer. D'ores et déjà, il a décidé de recevoir les acteurs culturels. Au cours de cette audience, je crois qu'il avait fait un effort gigantesque en dotant le FOPICA
donc le fonds d'aide aux industries culturelles cinématographiques. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Situation en Gambie, la CEDEAO va envoyer une délégation de chefs d'État mondiaux mercredi. Leur mission, convaincre. Le président Yahya Jammeh a cédé le pouvoir avant le 19 janvier, date prévue pour l'investiture de Adama Barrow, élu après le scrutin du 1er décembre dernier. C'est l'une des principales conclusions du sommet d'Abuja. Procès en appel de Hissène Habré. L'accusé ne s'est pas présenté devant la cour. Ses avocats dénoncent son vice de composition de la Chambre africaine extraordinaire chargée de juger l'ancien président tchadien condamné à la perpétuité le 31 mai dernier. Quelles sont les normes à respecter afin de pouvoir implanter une structure de santé dans un endroit quelconque? Savoir de la répartition selon le district, à quel poste, centre ou structure de référence se rendre si on habite dans un lieu précis. C'est le dossier de cette édition. Et puis notre invité dans ce 20h, le ministre de la Culture et de la Communication, Madick Ndiaye, qui vient nous parler de la décision du chef de l'État de faire de l'année 2017 l'année dédiée à la culture. Bonsoir à tous. Nous ouvrons ce journal par justement ce départ du chef de l'État qui a quitté Dakar tôt ce matin à destination d'Abuja au Nigeria. Le président de la République va prendre part à ce mini-sommet justement qui s'est déjà terminé et qui réunit les présidents du Sénégal, du Nigeria, du Libéria, de la Sierra Leone et celui de la commission de la CEDEAO. C'est une réunion extraordinaire qui va se pencher sur la situation politique en Gambie. À son départ de Dakar, le président Macky Sall a été salué par le Premier ministre ainsi que d'autres autorités civiles et militaires. 20 mégawatts, c'est la quantité de production que la Sénélec, de production d'énergie que la Sénélec va céder à EDM SA, une société malienne. La signature de convention a eu lieu ce lundi, ce qui entre dans le cadre d'une coopération ouest-africaine, une convention qui soulagera d'une manière très importante le Mali afin de résorber son déficit énergétique. Ibrahim Ondong. Historique, un qualificatif qui rime avec l'événement. La Sénélec cède 20 MW de son excédent de production issu du réseau interconnecté. Une volonté qui se matérialise par cette signature de convention entre EDM SA, une société malienne, et la Sénélec. Cet acte est un acte, je dirais, plus symbolique et très important pour les deux pays, qui d'abord, comme vous l'avez rappelé dans votre allocution, en dehors de cette cession d'énergie, c'est aussi une coopération sous-régionale que nous souhaiterons mettre en place. Aujourd'hui, le Sénégal a toujours répondu présent quand le Mali a toujours fait la demande. L'Afrique d'1 milliard, des projets ont été lancés et les films sont terminés. Je crois que donc nous avons 11 films terminés. Durant cette année, nous allons essayer de projeter l'ensemble de ces 11 films après qu'on lui ait remis vraiment les copies de ces films. Ensuite, il a décidé que du point de vue de l'aide aux acteurs culturels, cette aide a été augmentée, ainsi que la couverture universelle de la santé des acteurs culturels par la création d'une mutuelle, mais également par la dotation du fonds d'aide à l'édition d'un montant assez substantiel, car de 250 millions dont était doté ce fonds, et il l'a amené à 570 millions. Et je crois que ça, c'est un effort extrêmement important pour permettre aux écrivains, mais également aux éditeurs, véritablement de faire des productions littéraires extrêmement importantes. On n'oublie pas qu'il a décidé aussi que l'École nationale des arts et des métiers de la culture puisse être construite au niveau de Diamniadio. L'un dans l'autre, ils s'intéressent beaucoup aux activités culturelles et je crois que nous allons nous évertuer à faire en sorte que 2017 soit une année bouillonnante en matière de culture à travers des expositions, parce que ça manquait à Dakar. Donc la galerie a commencé à revivre avec multiples expositions, mais également à travers la réflexion du patrimoine matériel et le recensement du patrimoine immatériel. C'est tout cet ensemble que nous allons essayer de mettre en œuvre pour que véritablement la place qui est celle de la culture dans le cadre du programme, du plan national, du plan Sénégal émergent puisse être quelque chose de visible. Qu'en sera-t-il de Sorano et du musée des civilisations?
Au niveau de Sorano, il nous avait donné des instructions il y a quelques conseils des ministres de cela pour que Sorano, qui était une des premières infrastructures culturelles du Sénégal indépendant, puisse être véritablement réfectionné, mise aux normes, parce que Sorano fait partie de notre patrimoine culturel. Et je crois que là, nous avons commis un cabinet d'experts qui a évalué l'ensemble des travaux à réaliser au niveau de Sorano. Et je crois que nous allons lui soumettre ce dossier pour bientôt. S'agissant du musée des civilisations noires, après la conférence de préfiguration, nous nous sommes déportés au niveau de l'Égypte où nous avons rencontré les responsables des musées égyptiens parce qu'à ce niveau, nous avons une grande collection. Et dans le cadre de la collaboration, de la coopération, l'Égypte va nous prêter un certain nombre d'objets. Nous avons également, lors de la visite d'État du chef de l'État à Paris, rencontré le musée Quai Branly. Là également, nous avons signé un accord de partenariat. L'un dans l'autre, nous allons terminer les travaux qui restent. Donc c'est Au moment où on traversait des périodes très difficiles, le Sénégal a accepté de mettre ses installations à nos dispositions pour nous permettre de procéder à des locations des centrales et transporter cette énergie jusqu'au Mali. Cette cession d'énergie soulagera d'une manière significative EDM qui enregistre un déficit de production. Cette convention est très importante, d'autant plus que cette année est une année très importante pour le Mali. Dans cette semaine, le Mali organisera le sommet Afrique-France et qu'après ça, il y a la Coupe d'Afrique et nous rentrons dans la pointe. Pour dire aujourd'hui que l'appui du Sénégal est plus que salutaire. Et cette convention, qui est un début d'une collaboration en termes d'échange d'énergie, se poursuivront dans d'autres domaines, notamment au niveau de la formation, au niveau des échanges d'énergie. Si aujourd'hui cette vente de 20 MW est possible, c'est grâce aux efforts consentis par les autorités en matière d'approvisionnement en énergie. Il est important de préciser qu'il y a des populations qui n'ont pas encore accès à l'électricité. Cela s'explique par un seul fait. La production est là, elle existe. Mais ce sont les poteaux qui doivent acheminer l'électricité dans les zones qui ne sont pas encore installées. Il est évident que charité bien ordonnée commence par soi-même. Cette signature entre dans le cadre d'une coopération ouest-africaine, un engagement à respecter suivant la disponibilité du parc de production et l'état d'évacuation du réseau. Le ministère de la Culture et de la Communication organise à partir de ce lundi un atelier de formation sur la gestion axée sur les résultats. Ces cadres seront formés pendant 3 jours par le bureau organisation et méthode. La cérémonie d'ouverture de l'atelier a été présidée par le ministre Mbagnick Ndiaye au Mindour. En matière de politique publique, la gestion axée sur les résultats est une forme de gestion qui consiste à privilégier les résultats et non les objectifs afin d'améliorer les conditions d'existence des populations. Depuis la déclaration de Paris en 2005, la gestion axée sur les résultats est érigée en règle pour l'aide publique au développement. Et en 2009, l'Union économique et monétaire ouest-africaine a mis en branle des réformes pour s'y conformer. Il est important aujourd'hui, pour des questions de qualité même du service public, que le ministère de la Culture et de la Communication s'y mette afin de valoriser les populations dans le travail que ce ministère fait, afin de valoriser la qualité du service public et afin, en un mot, de répondre davantage aux sollicitations et aux exigences des populations. Pour s'y conformer. Avec cet atelier de formation, le ministère de la Culture et de la Communication se joint donc à cette démarche innovante. Il était normal que le ministère organise, après l'atelier de sensibilisation, une grille de protection, le mur de clôture, et ensuite nous avons envisagé que l'inauguration pourrait se faire en fin mai, début juin. 2017, année donc de la culture, décision du chef de l'État citée en Conseil des ministres le 4 janvier 2017. Alors, au-delà de ce qui se fait à Dakar, quelle place réservez-vous dans cette politique aux régions du Sénégal? On sait que les centres culturels ont plus ou moins ont reçu du matériel équipé. Qu'en est-il justement sur
plan-là? Durant le Conseil, il y a des décisions et des orientations qui ne sortent pas sur le communiqué. Et à ce niveau, il nous a instruit de faire en sorte que les centres culturels puissent être des centres culturels vivants. Parce que disait-il au cours de ce conseil qu'à l'époque du ministre Alioune Sène, lui-même il assistait aux animations culturelles qui se déroulaient à Fatick à travers un orchestre régional qui était à Fatick, mais également à travers des séries de conférences et des séries d'activités. Je crois qu'il nous a rappelé un peu le passé culturel du Sénégal du temps du régime du président Léopold Sédar Senghor à travers ce ministre qui avait fait bouillonner quand même toutes les régions à travers des activités. Nous allons reprendre l'ensemble de ces problèmes-là et c'est pourquoi il a donné des instructions pour que le Festival national des arts et de la culture, qui est une activité majeure, puisse être annualisé au niveau des différentes régions. Je crois qu'avec tous les efforts que nous allons faire, les régions vont connaître un regain d'activité parce que c'est l'instruction qu'il nous a donnée. Merci, Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, Manick Ndiaye, qui nous parlait de cette décision du chef de l'État de consacrer l'année 2017, de dédier l'année 2017 aux acteurs culturels. 2017, année de la culture. Décision à l'issue du Conseil des ministres du 4 janvier dernier. Merci, Monsieur le ministre. Alors, santé à présent. Près d'un demi-millier de femmes de Dalifort enrôlées dans les mutuelles de santé. Cette initiative d'une sage-femme installée dans la commune a été totalement soutenue par la Fondation Servir le Sénégal. L'Agence de la couverture maladie universelle salue cette action citoyenne qui contribue à une meilleure santé des populations. Omar Diao. Dalifort, dans la zone périurbaine de la capitale, abrite une importante population pour laquelle se soigner n'est pas toujours simple. Cette situation va notablement changer avec l'enrôlement de près d'un demi-millier de femmes à la mutuelle de la localité. Nous savons que le besoin est là. Il y a beaucoup de cas sociaux qui sont là. Et nous avons mis en place des critères pour la sélection. Nous avons sélectionné 470 femmes. C'est la première dame qui les a prises en charge. Elle n'a ménagé aucun effort pour prendre en charge les femmes qui sont là. La Fondation Servir le Sénégal vole à leur secours. Elle va prendre en charge leurs frais d'adhésion et l'agence de la